Bonjour, ils sont jeunes, ils sont étudiants ou ils occupent leur premier emploi, mais ils sont déjà élus car engagés depuis quelques années. Et comme ils représentent l'avenir, évidemment que leur avis sur l'actualité politique nous intéresse. 4 jeunes militants ont donc aujourd'hui la voie libre pour débattre, entre autres, des manifs des patrons, de la pauvreté qui s'aggrave, de la fusion Nord-Pas-de-Calais-Picardie ou de ce qui se passe à droite. Alors je vous présente par ordre alphabétique Simon Agnoletti, jeune communiste, conseiller municipal de la majorité PSPC à Armentières. Il a 23 ans et il travaille comme médiateur social. Bonjour. Henri Deblicky, 20 ans. Vous êtes responsable des jeunes UMP du Béthunois. Vous êtes conseiller municipal de la majorité à Béthune et vous êtes étudiant en droit et sciences politiques. Joachim Guffroy, 23 ans. Bonjour. Vous êtes animateur du MJS dans le Pas-de-Calais, conseiller municipal à Arnes. Vous êtes même président du groupe PS à Arnes et vous êtes étudiant en histoire. Et puis Benjamin Prince, bonjour. Bonjour. 24 ans. Président des jeunes UDI, des centristes du Nord, conseiller municipal à Dunkerque dans la majorité, étudiant en droit des affaires et en gestion. Bienvenue donc à tous les 4. Alors, vous le savez, le MEDEF avait décrété une semaine de mobilisation contre, je cite, 30 ans d'une politique qui a bridé les entreprises. Et il y avait lundi une manifestation des patrons des PME-PMI. Dans leur ligne de mire, le nouveau compte pénibilité, ingérable selon eux, des protestations qui interviennent alors que les entreprises bénéficient d'un plan d'aide et d'allègement de charges de 40 milliards et que la contrepartie en emploi n'est pas au rendez-vous. Ont-ils eu raison dans ce contexte, Henri Deblicky ? Mais évidemment que les patrons ont eu raison, car ça fait des décennies qu'en France, on mène des politiques qui complexifient les entreprises, où on augmente les charges sociales, où on augmente le coût du travail, et il y a une vraie insécurité juridique aujourd'hui pour les patrons. Car pour pouvoir faire un CDI, il faut avoir une visée sur l'avenir, la loi change tout le temps. Donc oui, les patrons ont eu raison. Et pour vous, Benjamin Prince, ils ont eu raison dans ce contexte ? On les soutient totalement, mais ce qui est problématique, c'est qu'en 2014, les patrons ont peur de l'avenir. Ils n'ont pas confiance, ils ne savent pas, ils n'ont pas de stabilité, de visibilité fiscale, sociale. Ils sont étouffés sous les charges administratives. Et du coup, ils ne peuvent pas faire. Ils veulent embaucher, c'est pas un problème. Il ne faut pas stigmatiser les patrons ne veulent pas embaucher. Ils veulent, c'est juste qu'on ne leur donne pas les moyens. 40 milliards ? Il va peut-être répondre, Joachim Guffroy. Ils ont eu les 40 milliards du CICE. Ils ne les ont pas eu encore, tous. C'est un plan pluriannuel. Ils vont les avoir et ça touche quand même les salaires les plus bas. Donc ils vont pouvoir embaucher s'ils en ont la volonté. Je pense qu'on est surtout dans une prise d'otage de la part du MEDEF et de la CGPME. À ce niveau-là, les entreprises et les petites entreprises, elles ne demandent pas des baisses de charges en priorité. Elles demandent d'abord un choc de simplification et nous allons le faire au niveau du gouvernement. C'est la volonté de François Hollande. Et elles demandent surtout, c'est de la consommation. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des patrons d'entreprises hier sur Arnes et elles demandent de la consommation, de la demande. Donc du pouvoir d'achat. C'est ça. Simon Agnoletti. Je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté les PME, PMI qui sont le tissu vraiment économique de notre société et qui, eux, payent, je crois, l'impôt sur la société, c'est 33%. Et de l'autre côté, on a les multinationales et les grandes entreprises qui payent 8%. Forcément, il y a une injustice et c'est pas normal qu'une entreprise qui fasse des milliards de bénéfices paye moins d'impôts qu'un petit patron qui galère et qui travaille tout autant que ses entreprises. Ça veut dire que les petits patrons de PME, PMI ont eu raison de manifester ? Ils ont eu raison de manifester. Maintenant, il faut qu'ils manifestent pour qu'il y ait une baisse, pour que les impôts soient modulables en fonction des profits qui sont faits par les sociétés. Alors, vous gardez la main pour cette autre question. Les dividendes des grosses entreprises françaises du CAC 40 ont explosé. Pour le deuxième trimestre 2014, 40 milliards d'euros vont être distribués aux actionnaires, soit une hausse de 30% par an. Ça vous dérange, ça vous choque ou c'est normal ? Ça me dérange que dans le même temps, 84% des nouvelles embauches qui étaient faites sur ce deuxième trimestre, ce soient des CDD. C'est-à-dire que l'argent, il est là, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'on décide de le donner à une poignée d'actionnaires qui ne travaillent pas, plutôt que d'investir dans des salaires. Ça, c'est un vrai problème. Joachim Guffroy. Je suis à peu près du même avis et je suis plutôt même choqué de voir que les patrons et notamment le MEDEF qui demande à corps perdu de l'argent à l'État redistribue majoritairement son argent aux actionnaires et aux grands patrons. On peut penser aussi à l'histoire des retraites chapeaux qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment choquant de dire qu'on ne peut pas créer de l'emploi et que dans le même temps on est à 40 milliards de reversés aux actionnaires. Henri Deblicky, 40 milliards aux actionnaires. Évidemment que ces actionnaires qui achètent des entreprises, qui font du court terme et qui ensuite revendent en laissant tomber tout le monde, c'est extrêmement choquant, c'est scandaleux. Cependant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a plein de petits épargnants, de petits investisseurs qui sont des gens comme vous et moi et qui achètent sur un risque.
Mais évidemment qu'il faut réguler le marché et faire plus participer les salariés aux bénéfices d'entreprise. Benjamin Prince. Au lieu de stigmatiser les patrons et leurs entreprises, on devrait plutôt essayer d'entamer une réflexion avec eux sur comment réinjecter ces grands bénéfices dans l'économie réelle. Mais si on les stigmatise, si on les pointe du doigt à chaque fois, forcément, ils ne vont pas avoir envie d'investir dans le développement ou l'emploi, des choses comme ça. Si le gouvernement faisait des états généraux de l'emploi, si le gouvernement s'attaquait vraiment au sujet qui nous concerne, plutôt que de faire le compte pénibilité de travail et rajouter encore de la charge administrative aux patrons, je pense que ça irait mieux et c'est possible de le faire. Les discussions, on les a déjà eues. Il y a eu les conférences sociales chaque année mises en place par le gouvernement et par François Hollande. Le problème, c'est qu'on a vu lors de ces discussions, l'État arrive à se mettre d'accord avec les syndicats et le MEDEF. Et derrière, qu'est-ce qu'on a ? Le MEDEF et donc les grands patrons qui remettent en cause immédiatement ces accords qui ont été passés. On l'a vu pour le pacte de responsabilité, le CICE. Le MEDEF, c'est pas l'ensemble des patrons. Le MEDEF, effectivement, c'est les grands patrons, ils comptent. Mais qui fait l'économie, qui donne de l'emploi, ce sont aussi les petits patrons, ce sont les artisans, les commerçants, les entrepreneurs. Eux, il faut aussi leur donner la parole et les écouter. C'est extrêmement Dernière important. intervention sur courte. Je crois qu'il ne faut pas oublier que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Que vous parliez de simplification et du CICE, c'est totalement contradictoire. Le CICE, c'est une usine administrative sur laquelle les entreprises ne s'en servent pas. Un petit mot de conclusion là-dessus. Moi, quand j'entends Pierre Gattaz et les actionnaires, que je vois que ce monsieur s'augmente de 29% en 2013, je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter un peu l'hypocrisie. Alors, d'autant que la pauvreté explose. 8,5 millions de personnes, 14% de la population française, vivent sous le seuil de pauvreté qui est estimé à 987 € par mois. Parmi eux, 3 millions de jeunes. Chez nous, ça fait un nordiste sur 5, avec évidemment en ligne de mire les jeunes, les familles monoparentales, essentiellement les femmes, et les personnes âgées. Pourquoi, selon vous, personne ne sait stopper cette spirale de la pauvreté ? Parce que la spirale de la pauvreté, elle est liée à la spirale du chômage. Tant qu'on n'aura pas réussi à lutter contre le chômage, on ne luttera pas contre la pauvreté. Tant qu'on aura toujours le problème des travailleurs pauvres. Et là, je pense au gouvernement qui a voulu refiscaliser les heures supplémentaires. C'est-à-dire qui a privé des centaines de salariés de revenus supplémentaires pour joindre les deux bouts. Ça augmente la pauvreté. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que c'était une erreur de supprimer ces heures sup ? Oui, je pense que c'était une erreur, mais quand même revenir sur une vérité qui est celle des chiffres de l'INSEE. De 2008 à 2012, on a constaté qu'il y avait une augmentation du nombre de personnes étant sous le seuil de pauvreté de 800 000. De 2012 à 2013, on a réduit ce chiffre de 200 000. Donc il n'y a pas explosion de la pauvreté pour l'instant sous le mandat de François Hollande, même s'il y a encore des efforts qui sont à faire. Benjamin Prince. On doit remettre l'humain au centre de l'économie. L'économie, c'est un slogan communiste. Ok. Allez-y. L'économie peut nous sortir de là. Et que veulent les gens ? Ils veulent un travail et du logement. Si on refait des politiques, mais tout remettre à plat, à l'UDI, on veut des visions d'avenir. On ne veut pas juste faire des réformettes, charger le code du travail. On veut tout retravailler. On sait où sont les problèmes. On les a identifiés. On a un contre-gouvernement à l'UDI avec des idées extrêmement concrètes sur comment changer le paysage politique et administratif et tout ça. Il n'y a qu'à l'appliquer. Et forcément, si on s'attaque à ça, la pauvreté ira beaucoup mieux, le logement ira beaucoup mieux. Les idées, on les a. On a juste à aller l'épuiser. Il y a savoir stopper les inégalités et vouloir stopper les inégalités. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'efforts, mais il y a aussi de plus en plus de millionnaires et de milliardaires sur Terre. Il y a des richesses qui sont créées, on l'a vu là au deuxième trimestre, qui ont augmenté encore. Il faut redistribuer les richesses. On ne peut pas constamment nourrir une poignée d'actionnaires et regarder les gens dans la misère et dire « Ah, c'est pas bien, il faut faire quelque chose ». Il faut le faire, il faut arrêter de le dire, Qu'est-ce il que faut vous le lui faire. répondez ? Oui, il faut le faire, mais il faut permettre aux patrons de le faire. Et je ne parle pas que des patrons du CAC 40. Si on leur simplifie la tâche, si on leur laisse un petit peu respirer, si on a une vision, si on sait où la France va, je pense que ça va se dégager quand même. Les charges sur la SMIC, en 90, c'était 33%. Aujourd'hui, elles ont été divisées par 7. Oui. De la marge, il y en a. Il y a eu des simplifications. Non. Si, depuis 90. Le code du depuis travail 90, augmente les en cotisations sur le SMIC ont été divisées par 7. Oui. Ça, c'est une réalité. Est-ce que les emplois ont augmenté ? Mais ça, c'est juste une réforme. C'est pas le marché du travail, il est bouché, c'est pas possible. Les réformes administratives, j'ai une profession, je suis dans le monde de l'entreprise en permanence. Les patrons disent tous la même chose. On ne peut pas respirer. Il faut tout changer. Et qui leur met la pression ? C'est les multinationales qui mettent la pression sur les PME. Est-ce que on est d'accord là-dessus ? Vous faites aussi ce constat, les multinationales qui mettent la pression sur les PME, qui les empêchent donc d'embaucher ? Mais les PME, il faut les libérer. Il faut arrêter de vouloir absolument tout réglementer.
Il faut laisser, par exemple, sur le temps de travail, il faut laisser négocier branche par branche plutôt que d'imposer une durée égale du travail. Sur la pauvreté, on peut pas faire l'économie de la solidarité. C'est pour ça que nous, à Béthune, par exemple, il y a 1 million d'euros par an en moyenne, plus ou moins, qui sont consacrés pour le budget CCAS. C'est un budget qu'on a sanctuarisé pour 2015, alors qu'on fait des économies partout ailleurs. Oui, il faut aussi être solidaire. Alors, un autre problème que vous connaissez tous, évidemment, un problème majeur, même en particulier pour les jeunes et les étudiants, c'est le logement. Lille, par exemple, est la 3e ville la plus chère de France, et le Crous a des listes d'attente longues comme un jour sans pain. Alors, en plus, dans le privé, il y a des propriétaires qui profitent de la pénurie. Exemple, 300 € à Lille pour une chambre de 9 mètres carrés avec cuisine et salle de bain collectif et sur le palier, et ça c'est courant. Si le logement est en crise, est-ce à votre avis, entre autres, parce que les décideurs, à quelque niveau que ce soit, et qui sont aux manettes, n'en ont pas fait une priorité? On construit aujourd'hui en 2014 autant de logements qu'en 1940. On manque de logements, donc ils sont trop chers, il n'y en a pas assez. Et il y en a marre, c'est vrai, il y en a marre, des marchands de sommeil, de ceux qui vont profiter de cette situation et de la précarité de certains étudiants. Moi je connais des étudiants qui dorment dans leur voiture, qui sont obligés de prendre le train ou de prendre la voiture, de partir très tôt le matin et rentrer tard le soir. C'est inacceptable. Il faut relancer le bâtiment et construire des logements. Il y a des solutions, des innovations. Les logements modulables. Je vois qu'à Arras, on est en train de transformer une ancienne caserne à la Citadelle en logement étudiant. Avec le Crous, la région, l'État, il faut que les collectivités s'engagent pour construire des logements pour les étudiants. Benjamin Prince. On a un problème, on peut utiliser la méthode Borloo, on met tout le monde autour de la table, on voit quel est le problème et on n'a pas peur d'engager de grandes réformes. On a des quartiers qui sont insalubres aussi, on a des logements qu'on ne peut pas réparer, on les rase, on reconstruit, on relance des grands chantiers. Le logement, ça peut être un grand chantier, le canal Seine-Nord, c'en est un autre. Il ne faut pas avoir peur de changer les choses, de bouger un petit peu. Est-ce que vous pensez que le logement n'a pas été, à quelque niveau que ce soit, considéré comme suffisamment prioritaire ? Au contraire, on a également ici des avancées de la part du gouvernement. On va avoir l'annonce d'un nouveau plan ANRU qui va être mis en place de 5 milliards d'euros. ANRU, c'est Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc on a ça qui va se mettre en place le 16 décembre avec potentiellement une visite du président de la République. Vous avez la confirmation de l'avenue de François Hollande ? Pas encore, mais c'est fortement probable que ça ait lieu le 16 décembre. Mais au niveau du logement, et notamment pour les étudiants, on a aussi la caution locative étudiante qui va être prise en charge par l'État. C'est une grande avancée. On va avoir 150 nouveaux logements qui vont être construits à Arras. Ça a été dit tout à l'heure. Là aussi, on a une avancée. Puis on a l'augmentation des bourses et l'augmentation du nombre d'allocataires des bourses. Sauf que la construction de logements promise n'est pas au rendez-vous. Vous êtes d'accord ? Elle n'est pas au rendez-vous, c'est vrai. Mais on avance sur ce dossier, on travaille et le plan ANRU de 5 milliards qui va donner au total 20 milliards va nous permettre d'avoir le nombre de logements. Qui vont être supprimés quand même du plan ANRU. Bien entendu, on ne peut pas aider tout le monde. L'état de la France est ce qu'il est au niveau de la dette. On doit également faire attention à ça. C'est l'austérité que nous impose malheureusement Bruxelles. C'est l'austérité, on est d'accord. d'accord. On ne construit pas assez de logements. Il y a d'une partie, en effet, c'est vrai, c'est les politiques d'austérité. On coupe des moyens aux régions, aux collectivités, partout. Donc forcément, il y a un moment, il y a quelqu'un qui paye les pots cassés. C'est les élus qui sont en bas. C'est les gens. Il y a un moment, c'est tout. Il ne suffit pas de dire on arrête de signer des chèques et ça va aller. Les gens, il y a un moment, quand on arrête de signer des chèques, quand on arrête de construire des logements et quand on arrête d'aider les populations, forcément, les inégalités continuent de se creuser. Et c'est le rôle de l'État que de résoudre ces inégalités. On va parler du chômage, évidemment, et en particulier du chômage des jeunes. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le Nord-Pas-de-Calais se targuait d'être la région la plus jeune de France. Et pourtant, cette jeunesse subit la crise de plein fouet. Près de 19% des demandeurs d'emploi en Nord-Pas-de-Calais sont des jeunes de moins de 25 ans. Un taux supérieur à la moyenne de 3,6 points, ce qui est énorme. Alors on peut lister les problèmes de formation initiale, de débouchés. Il y a trop de décrocheurs, il n'y a pas assez d'apprentis et surtout, bien sûr, il n'y a pas assez d'emplois offerts. Est-ce qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes, d'une part, et d'un autre côté, est-ce qu'ils se bougent eux-mêmes suffisamment ? Benjamin Prince. Alors, mon premier réflexe, ça ne va pas être de dire que les jeunes ne bougent pas assez. Ça sera plutôt qu'on ne leur donne pas les moyens. Et une fois de plus, on ne donne pas aussi la possibilité aux entreprises. Qui est on ? Les gouvernements. Je ne m'associe pas au gouvernement de ces 30 dernières années, bien entendu. Mais si les entreprises ont plus de facilité à embaucher, si le gouvernement, au lieu de faire le CICE, au lieu de changer la taille des régions, au lieu de faire le compte pénibilité emploi, s'attaquer au problème, je suis élu à Dunkerque. À Dunkerque, à peine élu, on a fait les états généraux de l'emploi. Le maire, Patrice Vergrit, maire sans étiquette, il a mis tout le monde autour de la table. Et on s'attaque à l'emploi. Pour les jeunes, l'attractivité du territoire, il n'a pas attendu 3 ans pour le faire. Ça se fait tout de suite, ce genre de problème. C'est capital pour nous. Vous qui êtes jeune, vous trouvez que pour l'emploi, on fait assez confiance aux jeunes ? C'est quand même très compliqué pour un jeune d'avoir un premier boulot. On lui demande déjà d'avoir de l'expérience alors qu'il ne peut pas en avoir.
Et évidemment, puisque les formations ne sont pas adaptées, que vous avez parlé de l'apprentissage, Madame Marchand, c'est exactement ça. On n'a pas assez développé l'apprentissage. On veut absolument aujourd'hui faire la course au bac, la course au diplôme sans débouché. Il n'y a pas de travail, mais ça, encore une fois, ça joint le problème général du chômage. C'est, encore une fois, c'est les charges sociales, c'est la complexité et c'est l'insécurité juridique des entreprises. Si on veut que les entreprises embauchent, il faut leur simplifier la vie. Nous, habituellement, depuis qu'on est élus, on a reçu plus de 1000 CV en mairie. 1000 CV. Le chômage, c'est un problème qu'on rencontre tous les jours dans nos communes et je pense que vous, ici, vous le voyez aussi. Je suis de l'arrondissement de Lens, donc forcément l'arrondissement le plus pauvre de France. Je peux que constater que le chômage et le chômage des jeunes est extrêmement élevé, mais quand même rétablir également ici certaines vérités. En 2007, le chômage des jeunes était de 17,3%. En 2012, il était de 26,1%. Il a diminué aujourd'hui, en fin d'année 2014, à 24,6%. Là, vous parlez de votre arrondissement. Non, niveau national. Niveau national, ce qui veut dire que quand même le gouvernement, même s'il est en échec, il faut l'avouer sur la situation de l'emploi, a quand même agi au niveau de l'emploi des jeunes et on est en nette réduction. Malgré tout, il y a encore des efforts à faire. Je pense qu'on a des gros problèmes au niveau de l'orientation des jeunes, mais on fait tout aussi aujourd'hui pour avoir une école plus juste, qui ne reproduise pas les inégalités sociales et qui permette à chacun des jeunes d'avoir un emploi au niveau de son niveau intellectuel et de ses capacités propres sans prendre en compte son niveau social. Pourquoi les jeunes souffrent en particulier du chômage ? Il y a deux choses à mon avis. Il y a d'une part, c'est que les capacités propres sans prendre en compte son niveau social. Pourquoi les jeunes souffrent en particulier du chômage ? Il y a deux choses à mon avis. Il y a d'une part, c'est que l'université, les études coûtent de plus en plus cher. On le voit aujourd'hui, il y a une majorité d'étudiants qui sont obligés de travailler pour payer leurs études. Et forcément, quand on travaille pour ses études, il y a un moment où on décroche, on n'a pas de diplôme et on se retrouve sans rien, avec un emploi précaire et on ne peut pas s'en sortir. Et le deuxième facteur, c'est qu'il n'y a pas de confiance qui est donnée aux jeunes et on ne leur dit pas, quand vous êtes jeune, voilà, vous avez 23 ans, il vous faut et un diplôme et de l'expérience. Et ce n'est pas possible. Il va falloir faire le choix de savoir si on veut des jeunes avec de l'expérience à qui on fait confiance ou des jeunes avec des diplômes à qui on fait confiance. Il y a un manque de confiance envers les jeunes quand même. Il y a un manque de confiance, je pense, aussi envers les jeunes et on leur demande beaucoup, on leur demande tout de suite, alors que ce n'est pas possible. Donc c'est une question de mentalité aussi. C'est aussi une question de mentalité. Vous gardez la parole à propos de ce sujet, le service civique, parce qu'en attendant un vrai travail, le service civique peut être une parenthèse utile, et je crois que vous en avez vous-même fait l'expérience. J'ai fait un... Allez-y. Non, j'ai fait un service civique dans une association. Le service civique, ça peut être une bonne opportunité. Alors, on va y revenir. C'est quelques chiffres. En 2015, il y aura 45 000 places pour le service civique, pour des jeunes, et actuellement, on sait qu'on a une place pour 4 candidats, 4 demandes. Le ministre nordiste de la Jeunesse, Patrick Kanner, annonce donc une montée en puissance, avec peut-être des aides supplémentaires, par exemple, pour aider à payer le BAFA ou le permis de conduire. Le service civique, je le rappelle, est rémunéré 580 €. Alors, certains voudraient le rendre obligatoire, d'autres voudraient un référendum sur la question du service civique. Et vous ? Le service civique, c'est une bonne opportunité. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une trappe à emploi. Il ne faut pas que ce soit des jeunes qui soient diplômés, qui soient en attente, comme on l'a vu avec les stages, quand ça a été développé. Il ne faut pas que ce soit une trappe pour que les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi disent je vais faire un service civique en attendant. Il faut que ce soit un vrai engagement. Pourquoi pas universel ? C'est une question qui se pose. Mais il faut que ce choix soit fait avant d'entrer dans les études et avant de sortir aussi de son cursus. Quel est l'intérêt du service civique pour vous ? Le service civique, c'est déjà une expérience. C'est un plus sur un CV. À l'heure d'aujourd'hui. Alors ensuite, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent le rendre obligatoire ? Moi, je ne suis pas d'accord. Vous allez dire qu'un jeune qui a une formation, qui va décrocher un CDD ou un CDI, on va l'envoyer 3 ou 4 mois en service civique, ça n'a pas de sens. Il faut laisser la base du volontariat. Bien sûr, il faut mettre plus de moyens, l'ouvrir et faire des services civiques. Il faut élargir le panel des endroits où on peut le faire. Dans la police, les pompiers, enfin, il y a tout plein d'opportunités et c'est un système à développer encore plus. Vous auriez envie d'en faire un ? Mais pourquoi pas ? Et vous, Benjamin Prince, le service civique, comment on fait pour le rendre attractif et est-ce que ça doit être ou non obligatoire ? Il doit y avoir un référendum ? Je pense que vous l'avez dit en introduction, le service civique est déjà attractif. Après, le rendre obligatoire, non, je ne pense pas, car pour moi, ce n'est plus l'intérêt du service civique. C'est une bonne chose, et comme on l'a tous dit autour de cette table, ça ne doit pas être la solution au chômage. Ça ne doit pas être la seule chose que souhaitent les jeunes en sortant de l'emploi à faire le service civique. Ça doit quand même avoir un vrai travail, un vrai contrat de travail. Et bon, pour ça, il y a des solutions. On peut faire un emploi franc, sans charge patronale, ça peut très bien fonctionner. Ouais, même si Patrick Kanner annonce davantage de postes, 45 000 places pour tous les jeunes de France, c'est pas beaucoup. C'est insuffisant, mais encore une fois, c'est déjà plutôt
pas mal, vu les finances de l'État, de pouvoir financer ces nouvelles mesures et ces nouvelles places qu'a annoncé Patrick Kanner. Et moi aussi, je me pose en opposition du service civique obligatoire. Je pense qu'on doit le laisser volontaire. Tous les jeunes ne veulent pas le faire. Et un jeune qui s'engage dans quelque chose en étant forcé ne fera pas forcément un bon travail au niveau du milieu associatif, du milieu des mutuelles ou l'économie sociale et solidaire qui recrute beaucoup au niveau des services civiques et également au niveau des collectivités. Je pense qu'il faut vraiment le laisser volontaire mais universel. Alors, autre question. Avec ce problème, 7 jeunes sur 10 ne sont pas allés voter aux dernières élections européennes. Alors ça va peut-être changer dans le cadre des mesures de simplification administrative. Désormais, l'inscription par Internet sur les listes électorales sera en vigueur. Donc en 2015, on pourra s'inscrire par Internet jusqu'à un mois avant l'élection. Alors attention, pour les prochaines départementales de mars 2015, l'ancien système prévaut encore. Ça veut dire qu'il faut aller se déplacer et s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre. Le MJS a lancé une campagne d'inscription. Est-ce que vous pensez que l'inscription par Internet va suffire à attirer davantage les jeunes vers les urnes ? Suffire, pas forcément, parce qu'on a quand même un désamour de la politique qui touche fortement la jeunesse, mais c'est quand même une opération qui est nécessaire. Non seulement parce que forcément les jeunes sont plus intéressés par le numérique et n'ont pas forcément la volonté ou ne savent pas qu'il faut aller vers les mairies pour s'inscrire et le rendre possible jusqu'à un mois avant l'élection, c'est quelque chose de vraiment important parce qu'on sait que les jeunes, souvent les municipalités trichent un peu, oublient de les inscrire et puis les jeunes sont très mobiles, ce qui fait qu'ils changent régulièrement de domicile au cours d'une année. Ouais. Je rappelle que vous êtes tous conseillers municipaux, vous faites campagne pour que les jeunes aillent s'inscrire et l'inscription par Internet, c'est une bonne chose. Oui, je salue évidemment cette idée du MJS. Le problème du non-vote des jeunes, c'est un problème plus global, c'est le dégoût de la politique. Qu'est-ce qu'on voit depuis 30 ans ? On voit un spectacle parfois qui est insupportable. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser la place aux jeunes, il faut arrêter le cumul des mandats, il faut limiter le cumul des mandats dans le temps. Et j'ai envie de passer un message à tous les jeunes qui n'aiment pas la politique, qui trouvent que ça ne sert à rien. Mais justement, engagez-vous en politique et faites changer les choses. Le seul moyen de rendre aux jeunes l'amour pour la politique, c'est de les mettre en politique. Vous évoquiez tout à l'heure les simplifications administratives, en voilà une. Ça va être plus simple pour tout le monde, parce que ça ne sera pas réservé qu'aux jeunes de s'inscrire sur les listes. Ça va dans le bon sens, et il faut que ça serve de prétexte à se poser une question plus générale. Pourquoi les jeunes ne vont pas voter ? Les débats gauche-droite, c'est pénible au possible. Enfin, moi, je suis engagé en politique, je suis jeune, c'est pas pour ça, c'est pour aller au-delà de ça, c'est pour mettre un peu de nouveauté, avoir d'autres idées, avoir une vraie alternative. La gauche, la droite, c'est pénible, les jeunes, ils veulent pas ça, et je les comprends qu'ils ne s'engagent pas. Ah, ça dépend peut-être quel jeune ? Ça dépend quel jeune, et puis ça dépend aussi ce qu'on leur propose aux jeunes. Parce que si ce qu'on leur propose, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent, je pense notamment à l'UMP, toujours les mêmes qui reviennent. On est bien d'accord là-dessus. Mais c'est valable dans plein d'autres partis. Pour le match au retour Sarkozy-Hollande ou alors les Le Pen, c'est sûr, je pense qu'on a autre chose à faire. On a beaucoup de personnes qui sont en politique et qui occupent toutes les places, qui trustent tous les sièges qui sont possibles, et forcément ça, les jeunes ils en veulent pas. Les jeunes ils veulent que ça change, et pour changer il faut faire aussi avec eux. Il faut arrêter de dire on fait pour les jeunes, on fait pour vous, il faut faire avec eux. Et bien en tous les cas il y a une chose qui va changer, c'est le futur visage de la région, parce que comme vous le savez, la réforme du territoire français a été adoptée le 25 novembre. La France passe donc de 22 régions à 13, avec notamment la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. C'est fait. Est-ce que vous êtes satisfait ou vous faites contre mauvaise fortune bon cœur ? Alors sur le fond, je pense que c'est une très bonne chose. Le Nord-Pas-de-Calais est une chance pour la Picardie et inversement. Ensuite, sur la forme, je déplore simplement qu'on n'ait pas... Chaque chose. Le fond, on fait un tour de table sur le fond. C'est une très bonne chose sur le fond. Sur le fond, c'est une bonne chose. C'est un très bon placement au carrefour de l'Europe. On espère que ça va ouvrir quelques opportunités. C'est une bonne chose aussi sur le fond, mais malheureusement, on a posé les mauvaises questions et on voit qu'aujourd'hui, les questions principales qui se posent, c'est pas celles qui intéressent les habitants de la future région. Aujourd'hui, les questions qu'on pose au niveau de ces régions, c'est quelle va être la capitale et comment va s'appeler cette future région, alors que la question principale des habitants de cette future région, c'est l'emploi, c'est la protection sociale, c'est la transition écologique, c'est la survie des associations en tout genre qui touchent nos collectivités. Nord-Pas-de-Calais et Picardie, c'est donc pour vous aussi plus évident que Nord-Pas-de-Calais tout seul ?
Si la solution au millefeuille administratif, c'est juste changer la taille des régions, je pense qu'on s'est un peu trompé de débat. Ne pas laisser l'opportunité aux départements de choisir eux-mêmes où s'orienter. Attendez, cette loi-là n'est pas encore complètement... Non, mais bon, la Picardie, elle va être fusionnée avec le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, je pense que le Nord-Pas-de-Calais... Mais vous êtes content ou vous n'êtes pas content? J'ai pas compris. Non, je suis pas content. Enfin, j'essaie de le démontrer, mais non, je suis pas content. Non. Et sur le fond, pour quelle raison? Vous auriez préféré que le Nord-Pas-de-Calais reste? J'aurais préféré qu'on fasse une réflexion globale sur tous les échelons. Alors voilà, les collectivités, les problèmes de compétences, les communautés de communes, les problèmes de compétences, le département, la région, c'est une question qui doit s'inscrire dans la globalité. Là, on parle juste de la taille des régions. Mais vous savez qu'il y a une deuxième loi qui arrive avec la question des compétences, justement. Oui, mais on commence par faire quelque chose, on le fige, on interdit au département de choisir, et on doit être content avec ça. Mais bien sûr que non, ça doit être une réflexion globale, on doit avoir une vision pour la France, une vision d'avenir. Pas faire des petites réformes ponctuelles, ça n'a aucun sens. Sur la forme, vous trouvez que le gouvernement s'y est bien pris? Non, sur la forme, personne n'a été concerté, ça s'était fait à Paris entre eux. D'ailleurs, le groupe de l'opposition régionale UMP-UDI propose des états généraux de la région. Au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, vous voulez dire? Voilà, et c'est une position UMP-UDI dirigée par Philippe Rapneau, d'ailleurs, que je salue. Il faut absolument concerter les habitants, les forces vives de la région. Et d'ailleurs, pourquoi pas un référendum sur le nom de cette future région? Ça pourrait être un moyen d'associer les habitants. On s'en fiche du nom, c'est pas ça qui est important, c'est les compétences. Mais la question des compétences, elle doit aussi être abordée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a que les contours. J'ai envie de perdre du temps sur le nom de la région. Moi, j'ai envie de perdre du temps sur les compétences. Qu'est-ce qu'il y a de plus pertinent? Et associer l'Europe aussi. Enfin, le nom de la région. Le groupe UMP-UDI propose les groupes UMP-UDI à la région proposent des états généraux. Devant le micro, dans le micro. C'est pour voir que le groupe UMP-UDI propose des états généraux de cette future région avec toutes les forces vives, les entrepreneurs, les élus, les citoyens, etc. Voilà, on avait dit que la question de la fusion de la région traversait tous les partis. En voilà un exemple. Les socialistes que vous représentez ici, s'y sont mal pris, non, pour cette réforme? Très mal pris, et je partage l'avis de l'UDI sur le fait que c'est une décision qui a été prise au plus haut niveau national, alors qu'on a quand même une richesse en France, et il faut l'affirmer, ce sont les élus locaux, que sont les conseillers municipaux, les conseillers communautaires, les conseillers généraux et les conseillers régionaux, qui sont les plus proches de la population et qui n'ont pas été consultés sur cette réforme. Il aurait fallu un référendum, par exemple? On aurait pu avoir un référendum, mais au minimum, on aurait pu avoir une consultation réelle des élus locaux pour savoir quelles devaient être les compétences avant de faire la fusion. Aujourd'hui, on nous impose une fusion et on nous dit, derrière, vous allez vous débrouiller pour mettre ce que vous pouvez dedans. C'est pas comme ça qu'on aurait dû s'y prendre. Vous êtes du même avis? Sur la forme, c'est très mal fait. Je pense qu'il faut, à mon avis, plutôt demander aux habitants plutôt qu'aux élus, qui sont quand même les premiers concernés. Je pense que les élus viennent après. Vous auriez été favorable à un référendum? Oui, tout à fait. Les élus sont quand même les représentants de la population aussi. À un moment, il faut qu'on puisse les laisser agir. Tant qu'il y a de la consultation, tant que c'est pas Paris qui décide de tout sur qu'est-ce qui va se passer très localement, Paris, ils peuvent pas tout décider. Nous, on sait comment ça se passe sur le terrain. D'associations, d'entreprises, les CCI, etc. On peut les mettre, les comités régionaux des sports qui auraient pu y être associés. Le terrain, on sait comment ça fonctionne. Il n'est pas trop tard pour faire tout ce travail-là. Mais malheureusement, la fusion, elle est quasiment actée. Alors que le travail, on aurait dû faire la concertation. Pas en même temps. On aurait dû faire la concertation avant sur quelles devaient être les compétences de cette future région et après décider si la fusion était viable ou non. Aujourd'hui, on nous impose la fusion et on va peut-être avoir une nouvelle région à minima. C'est pas ce qu'on aurait pu souhaiter. On termine sur ce sujet. On voit que vous avez des idées, les jeunes, et on termine par ce qui se passe à droite. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ont donc été élus la semaine dernière chefs de leur parti. Pas tout à fait dans les mêmes conditions avec le même score. Et on fait un petit tour de table là-dessus. Est-ce que ça n'ouvre pas trop tôt la course à la présidentielle de 2017 qui va plomber tous les autres sujets? Écoutez, sur le Front National, c'est tout. Marine Le Pen a été réélue sans surprise. Sur l'UMP, c'est un peu particulier, vu qu'il y a eu une démission de l'ancien président. Le Congrès a été anticipé en réalité. Donc aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est élu avec les 2 tiers des voix. J'entends des gens qui disent que c'est une défaite. Moi, je ne suis pas d'accord. Qui aujourd'hui est élu avec 2 tiers des voix au premier tour? Donc vous ne craignez pas, vous non plus, qu'avec ces élections-là, on soit plus dans la boutique politicienne? Oui, ça plombe les autres sujets. D'ailleurs, c'est peut-être dommage d'en parler maintenant. On aurait pu continuer à la fin, vous avez remarqué qu'on n'en parle qu'à la fin. On en parle quand même, mais bon. C'est dommage maintenant de se poser la question, est-ce qu'on veut le match retour Hollande-Sarkozy ou alors Le Pen? Non, moi je veux une alternative. À l'UDI, on vous propose énormément de choses. On a des choses conséquentes, on a plein d'élus. Allez sur le site contre-gouvernement UDI, vous verrez ce que c'est qu'une alternative. Avec des choses concrètes, ça changera. Est-ce qu'on n'a pas plombé le débat politique avec un grand P? Non, pas forcément, même si on a mis une forte propension à mettre en avant Nicolas Sarkozy dans les médias. Puis il faut quand même souligner que Nicolas Sarkozy avait une ultime promesse à tenir, peut-être la seule qu'il aurait pu tenir de tout son mandat politique, et même celle-ci il ne l'a pas tenue, c'est celle de se retirer définitivement de la vie politique.
Non, écoutez, tout à l'heure, j'étais content de dire place aux jeunes. Voilà, place aux jeunes, à Nicolas Sarkozy de retour. Félicitations. Un petit jeune qui arrive. Rien n'a changé. Il me semble que la nouvelle Rien n'a changé. Il me semble que la nouvelle équipe dirigeante de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est le premier exemple. Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Sébastien Huyghe, Gérald Darmanin, ce sont des jeunes. Gérald Darmanin, nouveau jeune. Quasiment que des anciens ministres. Eh bien voilà, Ils ont déjà eu leur place, surtout. vous venez de terminer ce débat d'une demi-heure qui est passé très vite. On vous retrouvera dans d'autres prochains débats, vous ou vos autres homologues jeunes, parce que vous n'êtes pas tout seul. Merci, bonne continuation dans vos conseils municipaux. La semaine prochaine, pour la dernière édition de la saison, place à l'Europe avec un débat sur la mise en route du nouveau Parlement européen, de la nouvelle Commission. Et avec nous sur le plateau, les députés européens Karima Delli, Marine Le Pen, Gilles Pargneaux et Dominique Riquet. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Céline Rousseau pour les infos de midi. Passez une excellente fin de semaine. À samedi prochain, merci.